Si jawuji kumay gunge di sakunya senye di alwan ajanay fumu fete sama xel may tan si berek sama xol te sama xol mo budole ñu ma gënañ suñ gal bàyyi man ñu jot ñu wara janako. Alors Fatoumata, tu n'es pas écrivaine, tu es ingénieure en mathématiques financières et en informatique. Et aujourd'hui, tu es analyste de politique économique au sein de l'OCDE. Tu as rejoint l'OCDE en 2018 et tu as su au départ développer ton expertise sur les sujets relatifs à l'atténuation du changement climatique, mais également des sujets relatifs à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et je sais qu'aujourd'hui, tu es au sein de la direction de la coopération pour le développement. Et avant cela, tu étais dans le secteur privé. Et, je voulais savoir comment s'est faite cette transition du secteur privé de l'assurance, où tu as travaillé au sein de grands groupes, aux organisations internationales. Alors, c'est finalement le résultat d'un long cheminement scolaire, professionnel et personnel en fait. Quand je suis venue en France, j'ai fait une prépa, après j'ai fait une école d'ingénieur, voilà, parce que j'avais vraiment des prédispositions scientifiques, même si à un moment, voilà, j'ai beaucoup hésité à faire non pas l'art, la littérature ou même l'économie. Je me souviens, j'ai fait à la rentrée des classes en prépa, j'ai décidé juste de changer de classe, quoi. J'étais en MPSI, donc je suis allée voir le responsable des formations. J'ai dit excusez-moi, en fait je ne veux pas faire ça, je veux faire une prépa économique. Je pense que c'était économique voilà, un truc économique, quoi. Donc je voulais faire ça parce que je pouvais pas aller en Hippocagne. Je voulais aussi faire ça, mais en fait je pouvais pas. Donc pour couper la poire en deux, bon, je suis allée, j'ai fait un peu, s'il vous plaît, est-ce que je peux changer en fait, de classe? Bon, on m'a dit ok, après le cours du matin, vous pouvez aller voilà, l'après-midi, aller je crois que c'était en ES, voilà, économie, le S j'oublie. Donc je suis partie, j'ai fait un cours voilà, de géographie, mais j'étais pas, il y avait quelque chose aussi qui n'allait pas en fait, c'était pas tout à fait ajusté. Parce que j'étais en train de me dire que voilà, je vais perdre voilà, j'avais fait beaucoup de physique, beaucoup de chimie, etc. Je vais perdre tout ça. Voilà, donc j'ai dit bon, allez, je vais retourner, je vais refaire, voilà, je vais continuer la MPSI, etc. Mais voilà, donc j'ai fait, voilà, j'ai fait la prépa, j'ai fait une école d'ingé, après j'ai fait de l'informatique et des maths financières, et puis voilà, c'est tout à fait naturel, mais j'avais toujours dans un coin de ma tête, mais comment est-ce que je peux finalement rassembler tous mes désirs, finalement, le désir d'être ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi, et voilà, donc pour la littérature j'ai écrit, et puis voilà, j'ai été patiente, j'ai commencé à travailler dans le privé, donc là, dans le monde de l'assurance vie, gestion des risques, voilà, sur des produits d'assurance vie très très techniques, mathématiquement parlant. Et puis bon, il y a l'idée qui cheminait petit à petit. Comment est-ce que je peux faire de l'économie, comment est-ce que je peux voilà, contribuer à l'action publique, parce que j'avais beaucoup d'appétence pour l'action publique, pour l'économie, etc. Et à un moment de ma vie où c'est question d'énergie, ça n'allait plus, j'ai dit non, c'est plus possible, je ne peux plus continuer à faire ça. Même si c'était une expérience extrêmement enrichissante, j'ai beaucoup appris et je ne vais pas lâcher l'assurance, je ne vais pas lâcher, je ne vais pas dire mon dernier mot. Là, c'est tout ce qui est sécurité sociale, etc. Voilà, donc à un moment, une possibilité s'est présentée à moi de reprendre mes études, de quitter mon travail. Voilà, donc j'ai quitté mon CDI, j'ai dit bon ok, allez hop, je vais faire Sciences Po Paris, sachant que voilà,
pour la petite histoire, j'avais postulé à l'OCDE, mais ma candidature avait été rejetée parce que je n'avais pas le diplôme qu'il fallait. Bon, j'ai dit, ok, allez hop, on va aller faire le diplôme, avoir le diplôme qu'il faut pour pouvoir repostuler. Et là, ça a marché. Donc, voilà, je suis entrée à l'OCDE comme ça. C'était vraiment parfait, ce que je voulais, voilà, c'est ce que je voulais faire, vraiment en ligne avec, voilà, voilà, l'intersection entre le technique, la dimension scientifique, voilà. Et là, je fais des données, c'est c'est passionnant, c'est un sujet que j'aime beaucoup et qui me nourrit vraiment beaucoup, le développement durable, le financement du développement durable, l'aide au développement, etc. Donc voilà, donc je pense que j'ai trouvé ma voie finalement. Ouais, donc voilà, donc c'est vraiment un cheminement, voilà, du privé vers le public, mais de façon naturelle en fait. Voilà, j'ai suivi le flow, on va dire. Alors j'ai omis de préciser que tu as été consultante pour l'ONU avant de rejoindre l'OCDE. Alors je voulais savoir, tu as été dans le secteur privé, ensuite aujourd'hui tu es au sein d'organisations internationales. Est-ce que tu sentirais une différence entre les deux secteurs privé et public? Oui, il y a une différence finalement de mission, hein, parce que dans le secteur privé, le but ou bien l'objectif finalement, c'est voilà, c'est privé, hein, voilà, c'est la propriété privée. C'est par exemple, voilà, la rentabilité. Bon, je suis en train de caricaturer, hein, c'est pas tout à fait ça, hein, mais voilà, la rentabilité, voilà, du groupe privé, par exemple, ou bien satisfaire les exigences des actionnaires, par exemple, ou des clients. Voilà, ça dépend du business en fait. Hein. Et puis le public, c'est quand même différent, où là, c'est l'action publique en fait. Hein. C'est vraiment travailler pour le public, les citoyens, donc voilà, mettre en place des politiques publiques, les élaborer, les évaluer, voilà, pour voir l'impact que ça a sur la vie des populations, des groupes de populations. Ça dépend, hein. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de secteurs, le secteur de l'économie, du transport, à l'électricité, voilà, à l'eau, au développement, à la coopération. Donc il y a beaucoup de sujets. Et moi, c'est vraiment une mission, une sorte aussi de vocation que j'avais vraiment d'être dans le service. Vraiment ça, c'est le service. Voilà, le service public, voilà, améliorer la vie des populations et puis aussi participer voilà, à des discussions un peu voilà, politiques, décisionnaires, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'a beaucoup intéressée. Donc toute la dimension, voilà, aussi internationale qui m'a aussi beaucoup attirée en fait. Hein. Depuis le début, j'ai toujours voulu être voilà, dans le milieu un peu international, voilà, pour voir comment ça se passait et puis comment je peux apporter moi ma pierre à l'édifice en fait. Hein. Parce que je pense que c'est quelque chose que plus j'avance, plus je me dis qu'en fait qu'on est dans une sorte et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'unicité et l'important de trouver en fait sa propre voie et de trouver sa propre unicité en fait, hein, d'être sur son propre chemin. Moi je vois la vie finalement, que ce soit la vie publique ou bien la vie collective en fait, comme par exemple dans un match on est sur un stade en fait, hein, on est sur un stade de foot, il y a les joueurs, chacun a sa fonction, voilà. Quand on est attaquant ou défenseur, on ne va pas dire allez hop, je vais changer de camp ou bien je vais changer de fonction, je suis plus attaquant, je vais faire, parce que sinon c'est la cacophonie. Hein. Quand on observe tous les dysfonctionnements de la société aujourd'hui, c'est vraiment cacophonique. Donc je pense que voilà, on est vraiment dans une sorte de jeu collectif, que chacun doit jouer son rôle, sa fonction, et chacun donc doit trouver, ça c'est personnel, c'est à l'individu de trouver sa tâche, hein. C'est quelque chose que j'appelle sa tâche, task, life task en fait. Hein. Trouve ta tâche, qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre et comment le faire bien.
Voilà, et de façon unique, parce qu'il n'y a pas deux personnes, encore une fois, comme soi, en fait. On est unique. Il n'y a pas deux personnes une autre personne qui nous ressemble. Il n'y a pas de jumeaux ou de jumelles. Même les vrais jumeaux, ils sont complètement différents. Donc voilà, l'important c'est de trouver son identité en fait, enfin, sa nature et sa fonction, et d'y aller en fait, hein, et d'y aller, et ça convoque beaucoup de sujets aussi sur la liberté en fait, hein, parce que quand on a conscience de ça, qu'on est unique, en fait on laisse l'autre aussi être ce qu'il est, on laisse l'autre voilà, jouer son rôle, jouer sa partition en fait, hein. C'est comme voilà, un concert de jazz, chacun fait ce qu'il est en train de faire, mais il faut laisser l'autre aussi faire ce qu'il est en train de faire. Il ne faut pas empiéter ou bien empêcher l'autre d'être ce qu'il est. Voilà, donc ça je trouve que c'est très très important. Alors, pour les jeunes qui nous suivent, mais également pour toutes les personnes qui nous écoutent, quels seraient les prérequis pour intégrer une organisation internationale, selon toi, comme l'ONU ou l'OCDE? Alors, les prérequis, il y a, je pense, il y a la vocation, parce que quand on n'a pas la vocation, parce que c'est un monde qui est vraiment différent, où là, on est vraiment, même s'il y a quand même la satisfaction personnelle, l'ambition personnelle, etc., donc c'est un monde qui est vraiment différent. C'est plus dans le service, on travaille vraiment pour le collectif en fait finalement, hein. Donc c'est vraiment un monde qui est tout à fait différent que si on est entrepreneur ou bien si on est dans le privé, même si dans le privé aussi il y a des vocations, hein, à améliorer la vie des gens. Je ne dis pas que le privé c'est juste rentabilité, etc. Mais voilà, c'est vraiment différent, où là c'est vraiment quand même, quand c'est public c'est quand même différent, c'est public, donc c'est les gouvernements, c'est les décideurs, et aussi voilà, parfois la société civile aussi par exemple, hein. Mais les prérequis c'est la vocation, il faut avoir la vocation, après il y a les diplômes aussi, il faut avoir les diplômes, voilà, il y a beaucoup de prérequis techniques, linguistiques aussi, les langues c'est très très important, l'anglais par exemple. Donc voilà, mais encore une fois je ne veux pas donner trop de conseils, parce que c'est ce que je disais, il faut que cela vienne de soi en fait, hein, que cela vienne de soi. Et il faut aussi éviter d'imiter, voilà, dire que telle ou telle personne a fait ça, donc moi aussi je vais faire ça, etc. C'est pas ça. Moi si j'ai un conseil à donner, c'est connais-toi d'abord, toi-même, pour pouvoir faire les choses qui t'intéressent, que tu aimes bien faire. Parce que sinon, encore une fois, on se retrouve à vivre le rêve d'autrui, à vivre dans la vie d'un autre, on n'était pas soi, et ça, avec tout ce que ça implique de problèmes dysfonctionnels à l'intérieur de soi, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Voilà. Tu es aussi, on va dire, actrice sociale. Je sais que tu as lancé récemment un projet collectif, une proposition nommée Désir Mboro. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, donc j'ai lancé un projet que j'ai appelé de co-création organique, c'est très très important. Donc j'ai lancé d'abord à Mboro, qui est une ville côtière qui se trouve au Sénégal, que tu connais bien. Très bien. Donc qui se trouve au Sénégal et qui est extrêmement... moi je dis que c'est une métaphore en fait du monde, parce que c'est une ville qui est côtière, qui est minière, qui est agricole, qui est aussi un lieu avec beaucoup d'inégalités économiques, d'inégalités sociales en fait, hein. Voilà, donc c'est vraiment une sorte de petit monde aujourd'hui, et voilà, donc c'est un projet de co-création organique que j'ai lancé avec tout un collectif de personnes qui sont originaires de Mboro. Il y en a qui habitent toujours à Mboro, d'autres pas, comme moi par exemple, donc d'activistes, de journalistes, mais aussi d'élèves, même de pêcheurs, d'agriculteurs, etc. Et aussi avec la mairie et les industries extractives qui se trouvent sur le sol, sur le territoire de Mboro, notamment par exemple les industries chimiques du Sénégal. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de considérer la ville, Mboro, la ville en fait comme un système en fait, hein, un système d'individus, mais aussi un système d'infrastructures,
voilà, un système aussi de politique, aussi d'opportunités en fait, en matière de créativité, parce qu'avec la décentralisation au Sénégal, il est vraiment possible d'être créatif en matière de définition de politique publique, mais aussi pas que la société civile, les individus privés peuvent aussi prendre des initiatives, voilà, pour pouvoir contribuer au développement local de la ville. Donc, j'ai commencé le projet avec un outil de perception publique, voilà, sur la perception des populations, sur les industries extractives et toutes les conséquences en matière de air pollution, pollution de l'air, voilà, dégradation dans l'environnement, bien-être, santé mentale, etc., développement aussi local. Donc l'idée c'était vraiment de relever un peu la perception publique, voilà, sur ces sujets-là, pour pouvoir un peu camper, faire le diagnostic, camper le débat. Et puis voilà, ça se fait petit à petit, hein. C'est vraiment un projet patient en fait, hein. C'est un projet patient. Voilà, il y a aussi des artistes, hein, voilà, qui sont aussi impliqués, beaucoup impliqués sur le projet. Et voilà, l'objectif c'est vraiment de faire des propositions en matière de politique publique, mais aussi en matière, voilà, c'est toujours des politiques publiques, mais en matière d'urbanisme en fait, hein. Voilà, comment construire une ville, voilà, où les populations s'y sentent bien, comment aussi coopérer avec les industries extractives, faire une sorte de, voilà, de balance entre l'impératif d'extraire les ressources et les d'être dans les opérations, hein, finalement, hein, d'extraction. Et puis voilà, comment compenser les impacts en matière de gaz à effet de serre, en matière d'autres substances aussi qui sont diffusées à cause de ces activités-là d'extraction. Et c'est pour ça que c'est très très important de le faire en concertation rapprochée avec la mairie qui quand même définit les politiques publiques. Voilà, donc c'est un projet vraiment de co-création organique qui veut dire que ça part de soi en fait, hein. Voilà, ça part vraiment de soi, voilà, ça part de la connaissance de soi, de ses désirs, du nettoyage de ses désirs, parce que les désirs, on peut avoir des désirs en fait qui sont pas vraiment nos propres désirs, ça peut être des désirs voilà, hérités ou bien copiés, etc. Voilà, donc c'est un projet qui vit sa vie petit à petit, c'est un projet patient et voilà, on va voir où ça va nous mener. Ça va donner. Ouais. Et Mboro, pourquoi tu fais le choix de commencer par Mboro? J'ai l'impression qu'il y a un aspect personnel derrière. Oui, bien sûr. Oui. Oui, il y a un aspect personnel parce que j'ai grandi à Mboro en fait, hein. Je suis née à Dakar, mais j'ai quand même, voilà, depuis l'âge de 3 ans, j'ai grandi à Mboro. Je connais très très bien Mboro. Et je trouve en fait que Mboro, c'est une ville extrêmement intéressante, hein. Quand on regarde bien, c'est une ville intéressante. Je ne vais pas utiliser le mot de laboratoire parce que j'aime pas ce mot en fait, hein. J'aime pas le mot de laboratoire. Mais je pense que c'est une ville cas, trait d'union cas, qui peut vraiment être inspirant, voilà, pour les enjeux d'aujourd'hui et de demain en fait, hein. Voilà, en matière d'industrie extractive, avec tout ce qu'on appelle la malédiction des ressources, Dutch disease, voilà, comment une ville qui est aussi riche en matière de richesse minière, en matière de ressources halieutiques, par exemple avec la pêche, en matière d'agriculture, etc., peut avoir des problèmes, voilà, très très basiques en matière d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, etc., etc. Donc c'est vraiment un cas, une métaphore très très intéressante pour qui veut, je ne vais pas utiliser le mot parce que c'est un mot que je n'aime pas du tout, c'est pas décoloniser, j'aime pas ça, mais voilà, pour comment récupérer ou bien retrouver les mémoires en fait de pouvoir personnel, hein, et de pouvoir des villes, en fait, des villes africaines. Comment
trouver vraiment l'énergie et l'impulsion pour faire ce bond là en avant, pour construire voilà, des villes qui ont connu la colonisation, parce que Mboro a quand même, les activités économiques à Mboro ont été le fait des colons. Comment voilà, partir de ça, en fait, avec toutes les leçons que ça peut que cela voilà, engendre, en fait, comment partir de ça pour pouvoir voilà, construire la ville que l'on veut, les quartiers, parce que voilà, il y a des espaces, par exemple à Mboro, qui mériteraient d'être régénérés. Là, je parle de la régénération des villes, etc. Notamment avec les activités d'extraction. Voilà, par exemple, quand il y a une activité d'extraction, ça peut laisser, par exemple, je pense voilà, les slums, par exemple, comment vraiment voilà, saisir l'opportunité qu'il y ait, par exemple, des espaces qui peuvent être utiles à la population, comment les réinvestir en fait, comment les reconquérir, voilà. D'accord. Tu quittes Mboro pour rejoindre la France. Aujourd'hui, tu es épouse, tu es mère de 3 enfants. Tu es écrivaine, tu es ingénieure en mathématiques financières et en informatique, tu es politiste, tu es analyste, excuse-moi, de politique économique. La liste est tellement longue que je m'y perds. Alors, comment tu fais pour concilier autant de responsabilités, de hautes responsabilités, j'ai envie de dire? Oui, en fait, moi, c'est ce que je dis toujours, il faut vraiment être organisé. Voilà, je pense que l'organisation, surtout quand on est une femme aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de sollicitations, notre énergie est beaucoup sollicitée en fait, voilà, que ce soit par les enfants ou bien voilà, en règle générale. Donc voilà, donc c'est vraiment organisation. Et puis voilà, moi c'est des choses que qui me tiennent à cœur, par exemple, voilà, de trouver des moments à soi, par exemple, pour se régénérer, justement. Voilà, poser aussi des limites, par exemple, voilà, des limites avec soi-même, avec les autres, pour pouvoir voilà, faire aussi ses propres activités, ses propres projets, et éviter d'être mangé par le quotidien, en fait. Finalement, et aussi de bien s'entourer en fait, voilà, comme tu l'as dit, voilà, il y a beaucoup de sollicitations, etc., mais il faut bien s'entourer en tant que parent, en tant que coparent, parce que voilà, les enfants on les fait pas seuls, il y a le conjoint ou le coparent, donc voilà, c'est vraiment s'organiser, avoir un système de soutien, c'est ce que c'est ce qu'on appelle le support system, voilà, avoir un système de soutien, des personnes qui sont là, voilà, pour soutenir et qui aussi croient en nous, parce que si on a un conjoint ou bien un coparent qui nous met des bâtons dans les roues, ça va pas marcher, ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Et pour les femmes aussi, savoir s'entourer d'autres femmes. Ça, c'est quelque chose qui est très très important. Savoir s'entourer d'autres femmes, parce que la solidarité féminine aussi vraiment peut faire déplacer des montagnes. Moi, par exemple, voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont des mères, des mamans, etc. Voilà, dans mon quartier, on s'organise, oui, est-ce que tu peux prendre les gamins, là j'ai un truc, etc. Et vice-versa, voilà, on s'aide, on s'entraide, etc. Donc là aussi, c'est les femmes, voilà. D'habitude, les hommes ne font pas ça. C'est plus les femmes, voilà, qui s'organisent, voilà, qui se soutiennent mutuellement, etc. Parce que toujours un réflexe de survie aussi. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc savoir bien s'organiser, savoir bien. Tu m'as toujours pas dit quels sont tes hobbies. J'attends toujours la réponse. Mes hobbies, waouh, ça c'est une bonne question que je me pose aussi. Alors à part le travail, parce que j'ai quand même la chance d'avoir un travail qui est un hobby, donc voilà, je m'éclate, si je peux dire comme ça, au travail. J'ai des moments où je peux faire mes trucs seule, etc. Donc j'ai cette chance aussi, en fait, d'avoir des moments à moi. Ça aussi, c'est vraiment, voilà, c'est important, en fait, d'avoir des moments, à soi, en fait. Une chambre à soi. Et puis, voilà, les hobbies, c'est vraiment... bon,
La méditation, voilà, j'aime beaucoup méditer pour pouvoir justement voilà, revenir voilà, à moi, à l'intérieur de moi, reconnecter voilà, avec mon intérieur en fait. Voilà, je médite beaucoup, je fais beaucoup de marches, je faisais beaucoup de sport, même si c'est vrai que j'en fais de moins en moins là en fait. Il faut que je trouve le temps d'en faire beaucoup plus. Je faisais beaucoup de jogging par exemple avant, mais voilà, voilà, c'est ça mes hobbies. Et puis vraiment la contemplation. Je suis très contemplative en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment la méditation, voilà, du yoga aussi. Voilà, c'est vraiment. Et ça aussi, c'est un cheminement personnel. Je n'étais pas comme ça avant, par exemple. J'étais beaucoup dans mon masculin, voilà, ouais, performance, etc. Et là, je suis, voilà, plus dans l'écoute de mon corps, de mon intérieur, etc. à travers la méditation, la contemplation et puis le repos, quoi. Voilà, se reposer, voilà, prendre soin de soi, parce que le féminin, c'est ça aussi. Hein. Et le masculin, il n'y a pas que les femmes qui doivent faire ça, les hommes aussi, en fait. Hein. On a besoin, et ça, c'est quelque chose... par exemple, dans la culture sénégalaise, on n'a pas trop l'habitude de voir des hommes qui s'occupent d'eux, voilà, qui sont un peu dans leur féminin. Hein. Ça aussi, c'est voilà, quelque chose qui est important. Merci Fatoumata. Quel serait ton mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est, bon, je reviens au conseil que je peux donner aux jeunes, voilà, et aux moins jeunes, hein, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire en fait, là, c'est pas important, l'âge n'est pas important. C'est vraiment de cultiver la joie, quoi, vraiment d'être soi, de s'occuper de soi et puis d'abord prioriser son bien-être avant de vouloir aller sauver le monde, voilà, et de sauver l'Afrique hein, finalement, parce qu'on est africain, on a un Africain qui n'est pas pacifié. A tendance à voilà, sauver l'Afrique, la renaissance africaine, oui, la colonisation, décolonisation, etc. C'est très très bien, mais ça c'est extérieur en fait. Ça c'est le masculin, quoi, je peux dire. Il faut revenir à soi, il faut s'occuper de soi parce qu'on n'a qu'une seule vie. Voilà, il faut vraiment cibler la paix, voilà, le bonheur, etc. S'occuper de soi, vivre sa vie d'abord, avant d'aller, voilà. On n'a qu'une seule vie, hein, parce que en attendant, enfin, quand on se met à être tout dans l'extérieur, vouloir sauver l'Afrique, vouloir sauver les Africains, les femmes africaines, là je parle du féminisme décolonial par exemple, enfin, j'ai des amis qui sont féministes décoloniales, hein, mais c'est bien, hein, c'est chacun, ce que je dis, chacun a sa tâche, hein, chacun fait ce qu'il est venu faire, mais voilà, il faut d'abord s'occuper de soi d'abord avant d'aller à l'extérieur, parce que pendant ce talent, en fait, ta vie t'attend, ton âme t'attend pour le bonheur, pour le bien-être, etc., pour l'amour, donc voilà, se calmer un peu, c'est bien, etc., de vouloir sauver l'Afrique, les Africains, de réhabiliter, enfin, même s'il n'y a rien à réhabiliter en fait, hein. Mais voilà, c'est vraiment se connaître, faire les choses qu'on aime. S'il y a quelque chose qui n'est pas s'il y a souffrance ou bien s'il y a misalignment, quelque chose qui n'est pas aligné, ça veut dire que c'est pas bon, il faut arrêter et voilà, changer en fait. Et j'ai envie d'ajouter, sortir aussi de sa zone de confort, parce que comme tu l'as fait, en stoppant ton CDI pour reprendre des études. Oui, exactement. Il est très très important de sortir de sa zone de confort, parce qu'en fait la zone de confort, pour moi c'est la zone mentale en fait, hein. Donc c'est le diktat de la pensée, c'est le diktat des croyances limitantes qui peuvent enfermer finalement l'individu toute sa vie à vivre une vie, voilà, être dans sa zone de confort, sa petite vie, etc. et de ne pas sortir finalement du moule en fait, hein, dans lequel il peut être enfermé en fait, hein. Donc oui, tu as tout à fait raison, il faut savoir sortir de sa zone de confort et savoir que si on croit vraiment en soi et qu'on fait les choses, si on est vraiment aligné à son âme, à son esprit, en fait, les choses deviennent très très faciles en fait, hein. La vie devient une danse, voilà, où c'est le flow, on vit au jour le jour, on n'est pas là à penser qu'est-ce que je fais demain ou qu'est-ce qui va se passer, etc. On vit au jour le jour, on accepte la vie comme elle vient, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'anxiété ou de dépression, etc. Donc oui, il faut sortir de sa zone de confort, il faut
savoir prendre des risques, en fait, et puis de croire en son étoile, en fait. Hein. Il faut croire à sa bonne étoile, et que la vie n'est pas là contre nous, mais pour nous, en fait. Voilà, la vie est là pour nous. Même si parfois c'est difficile, on peut traverser des moments difficiles, compliqués, en fait, la vie est là pour nous. Chaque moment, chaque épreuve ou bien chaque situation qui nous est présentée, en fait, c'est une opportunité pour apprendre, pour intégrer ce qu'il faut intégrer en termes d'énergie. Et voilà, donc il faut s'amuser. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est vraiment amusez-vous, voilà, sortez de votre zone de confort et puis écoutez la boussole intérieure. Quand ça ne va pas, le corps, il va émettre des signaux, il faut écouter. D'accord. Encore une fois, merci. Merci Wally, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci. Ndax mus nañ fee gis ku